Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la biologie. Donc, dans cette capsule, on va s'attarder un peu plus au sang. En fait, dans un premier temps, on va discuter des différentes caractéristiques du sang, quelques notions de base, et éventuellement, on va pousser un peu plus loin les différents concepts. Entre autres, on va parler de certaines pathologies et aussi voir en détail le processus non seulement de formation des cellules sanguines, mais également de la coagulation. Alors ici, c'est assez simple. On vous présente un peu une image générale pour décrire le système cardiovasculaire au complet. Donc, ça va être l'ensemble de ce que je vais vous présenter dans les prochaines capsules et en classe, là, dans les prochaines semaines de cours, en fait. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on s'attarde plus au sang. Donc, ça va être le sujet de cette capsule-là, mais éventuellement, on va discuter également des vaisseaux sanguins et on va passer pas mal de temps aussi sur le cœur. Mais de façon globale, si on va avoir une vision générale de tous ces éléments-là, bien, je suis pas mal certain que tout le monde connaît déjà ces notions-là, mais quand même, pour avoir une idée générale de la situation, le sang qui a différentes fonctions, donc entre autres une fonction de transport pour les différentes molécules, nutriments, etc., qu'on verra en détail bientôt, va circuler dans les vaisseaux sanguins. Donc on a besoin d'une grosse pompe, le cœur évidemment, qui va pomper ce sang-là. Donc on va y mettre en se contractant, le cœur va pouvoir développer une certaine pression qui va ni plus ni moins pousser sur le sang, qui va partir du cœur dans le système artériel. Donc, on a des grosses artères qui vont se ramifier de plus en plus. Donc, on les voit ici, elles ont différents noms qu'on verra éventuellement, différentes fonctions. Et éventuellement, ces artères vont devenir microscopiques. Ils vont se ramifier, faire des espèces de petites branches. Ils vont devenir très petites, tellement petites qu'on ne pourra même plus les voir à l'œil. Donc, dans ce cas-ci, ça va prendre un microscope pour pouvoir les distinguer. Ces minuscules vaisseaux sanguins portent le nom de capillaires. Donc, ce qui est particulier, les capillaires, en fait deux choses. Première fonction, les capillaires, ça va être vraiment de permettre des échanges entre le sang contenu à l'intérieur des capillaires et les tissus, donc les différentes cellules qui vont composer les tissus de votre organisme. Et la deuxième particularité, on voit très bien ici, c'est qu'il y a un mélange du sang artériel, le sang rouge, si vous voulez. Ici, c'est illustré en rouge, donc qui transporte l'oxygène et les nutriments. Et dans ces mêmes capillaires, il y a le sang veineux qui est très pauvre en oxygène, qui contient plus de CO2, qui va se mêler dans les mêmes capillaires, en fait. Et si on fait un agrandissement de ce qui se passe ici, au niveau du capillaire, bien, techniquement, le capillaire, par différents mécanismes de transport passif ou actif, va pouvoir permettre le déplacement de l'oxygène, des nutriments vers les cellules, les différents organes, les différents tissus. Et on se souvient de la session dernière, il y a un liquide dans lequel ces cellules-là vont baigner. On appelle ça le liquide interstitiel. Donc, dans ce cas-ci, l'oxygène et les nutriments vont quitter les capillaires, vont poursuivre leur déplacement vers les différentes cellules. Et avant, en fait, ce qu'il faut visualiser, c'est qu'entre le capillaire et les tissus, il y a de l'eau, du liquide interstitiel, et ces molécules-là devront se déplacer dans le liquide interstitiel avant d'atteindre les cellules. Les cellules récupèrent les nutriments, l'oxygène, produisent de l'énergie sous forme d'ATP, mais vont également produire donc évidemment, on a besoin d'ATP pour accomplir les différentes fonctions de la cellule, mais on va également produire des déchets métaboliques ou encore du CO2. Et ces déchets, ce CO2, vont faire, en fait, on va voyager en sens inverse. Donc, on va quitter les cellules des différents organes, se déplace dans le liquide interstitiel et va regagner les mêmes capillaires. Et ces capillaires, c'est pour ça qu'on dit ici que c'est des lieux d'échange, que ce soit pour les nutriments ou les déchets. On récupère les déchets et là, en ce sens où on va continuer à se déplacer dans les capillaires et là, on va retourner vers le système veineux. Donc, vénule, petite veine, moyenne veine, grosse veine, et on retourne au cœur. On va voir ça éventuellement en détail, mais le sang veineux va retourner vers les poumons, on se débarrasse du CO2, récupère de l'oxygène et on revient au cœur et on retourne dans le système artériel. Donc, c'est un petit peu comme ça. En fait, c'est une vue très générale du fonctionnement du système cardiovasculaire. Mon travail, ça va être de vous expliquer en premier lieu ce qui se passe au niveau du sang. Éventuellement, on va s'attarder au cœur dans d'autres capsules. Et les dernières capsules, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des vaisseaux sanguins. Le sang est un tissu. Ça peut vous surprendre parce qu'au meilleur de vos connaissances, les tissus sont solides.
Vous avez vu les tissus épithéliaux peut-être, tissus conjonctifs, tissus nerveux, tissus musculaires, donc les 4 principaux types de tissus qu'on trouve dans l'organisme. Dans ce cas-ci, c'est une exception. Hein? C'est un tissu liquide. Donc, si vous vous souvenez un petit peu de la définition d'un tissu, c'est des cellules qui sont soit identiques ou en tout cas très similaires qui vont se regrouper ensemble. Donc, exemple, le tissu musculaire regroupe des cellules musculaires. Le tissu nerveux regroupe des cellules nerveuses. Donc, en ce sens où le sang n'est pas un organe, parce que l'organe, c'est un ensemble de plusieurs tissus différents. Hein? Si on pense à un estomac, il y a un tissu musculaire, un tissu nerveux, un tissu épithélial, donc plusieurs sortes de tissus. Alors qu'ici, au niveau du sang, il y a une seule sorte de tissu, donc ça ne peut pas être un organe, et c'est un tissu conjonctif, mais qui est très modifié. Il faut faire attention, le tissu conjonctif peut prendre des formes très différentes. Tissu adipeux avec les graisses, tissu osseux. Bien, le sang, c'est un tissu. Donc, les cellules sanguines, que ce soit des globules rouges, ou des globules blancs, ou des plaquettes sanguines, c'est des cellules un petit peu différentes, mais qui viennent tous de la même cellule souche, donc elles sont quand même assez similaires de certains points de vue, et c'est pour ça qu'on considère que c'est un tissu. Mais ce tissu-là est tellement riche en eau qu'il a un aspect liquide, évidemment, donc c'est pour ça que c'est un petit peu exceptionnel. Il faut concevoir aussi l'idée qu'on est continuellement en régénération. Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous pensiez que les cellules sanguines, on les garde pour la vie, mais c'est totalement faux. Certains globules blancs ont une durée de vie très très courte, on verra ça en détail éventuellement, donc il faut les régénérer assez rapidement. D'autres cellules vont pouvoir avoir une durée de vie beaucoup plus longue, mais on finit par les régénérer aussi. Et à titre d'exemple, par retenir, les globules rouges ont environ 120 jours de durée de vie. Donc à chaque 120 jours, il faut éliminer les vieilles cellules et les remplacer par des nouvelles. Et on verra également comment ça se passe, mais en gros, il y a certains de vos os qui contiennent des cellules souches qui vont pouvoir régénérer aussi bien les globules rouges que les globules blancs. Et selon les besoins, bien, on peut augmenter cette production de cellules-là, mais ça se fait tout au long de votre vie, donc c'est en continu. Évidemment, le sang, la composition va varier constamment selon ce que vous vivez, ce que vous mangez, ce que vous buvez. Est-ce que vous êtes déshydraté? Donc, le sang pourrait être un peu plus concentré. Qu'est-ce que vous avez mangé au dernier repas et tout ça? Est-ce que vous êtes stressé? C'est possible que le taux de glucose sanguin, la glycémie va varier selon votre état émotionnel, votre état de stress, ou comme je le disais, selon ce que vous mangez. Donc, ça varie constamment et pourtant, il faut tenir un certain équilibre pour tous les éléments qui vont être dissous dans le sang. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aussitôt que vous allez tomber en déséquilibre, vous allez avoir une certaine pathologie comme ça, hypoglycémie par exemple, qui est très bien connue. Donc, on a plein de mécanismes qui vont s'assurer que le pH, la composition en termes d'eau, de nutriments, d'ions, soit toujours dans un certain intervalle, un certain standard, hein, un certain équilibre, homéostasie en fait. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que 24 heures sur 24, la composition varie et que vous avez des mécanismes biologiques qui permettent d'empêcher ces variations, ces fluctuations-là pour qu'on reste dans des normes, si vous voulez, pour rester en santé. Et bien sûr, ces mécanismes-là, on va voir ça en détail. Ça, c'est pas une grosse surprise pour vous. Une perte importante, c'est la mort. Et vous savez peut-être qu'on a très peu de sang, en fait. Étonnamment, hein, ça va varier d'une personne à l'autre selon sa taille, son poids, mais c'est entre 4 et 6 litres de sang. Donc, en gardant en tête qu'une pinte de lait, c'est à peu près 2 litres. 4 litres, c'est 2 pintes de lait, 6 litres, 3. Donc, c'est pas énorme. Et donc, c'est pour ça que déjà, juste qu'une petite perte, des fois, il y a des inconforts, il peut y avoir des chutes de pression, des choses comme ça qui peuvent arriver. Et bien, une perte importante, évidemment, c'est pas très long qu'on va mourir. La fonction principale, c'est le transport. Donc, ça, souvent, vous êtes très familier avec ça, mais on va voir que le sang contribue à beaucoup d'autres fonctions. C'est ce que je m'apprête à vous expliquer dans quelques instants. Donc maintenant, on va étudier un peu plus en détail les différentes fonctions du sang. Donc la plus évidente pour la plupart des gens, c'est une fonction de transport, évidemment. Alors c'est une fonction générale. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le sang, en fait, avec les vaisseaux sanguins, ça constitue une espèce par analogie, je dirais une espèce de réseau routier, des routes secondaires, des autoroutes et tout, pour délivrer, en fait, les différentes substances aux cellules. Et en termes de substances, évidemment, bon, le sang est essentiellement constitué d'eau, donc beaucoup d'eau, et tout ce qui va être soluble dans l'eau, en fait. Et ce qu'on voit ici, c'est des exemples parmi tant d'autres, qui va être distribué par cette fonction de transport associée au sang. Donc, évidemment, il y a tous les ions possibles que vous avez déjà étudiés dans le cadre
d'autres cours, exemple sodium, potassium, chlore, calcium, peu importe. Alors, tous les ions qui, une fois dissous dans l'eau, on appelle ça des électrolytes, en fait, vont être distribués comme ça par le sang. Oxygène, CO2, donc les gaz respiratoires via les globules rouges, qui vont être aussi déplacés par le sang. Tous les nutriments, donc tous ces molécules chimiques que vous mangez, que vous digérez. Hein. Quand vous digérez des aliments, ben, c'est pour aller chercher les différents nutriments, donc acides aminés, glucose, les acides gras, peu importe, les déchets, les hormones. Et en fait, à peu près toute substance chimique va circuler au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du sang, et c'est la fonction, en fait. Tous les cellules devront, en fait, toutes les cellules de votre organisme devront, d'une manière ou d'une autre, avoir un contact direct ou indirect avec ce réseau de transport. Sinon, ben, les cellules n'ont pas accès à ces nutriments et ne pourront pas se débarrasser de leurs déchets. Donc ça, évidemment, c'est la première fonction que tout le monde est assez à l'aise. Ce qu'on oublie parfois, c'est les deux autres fonctions. Donc le sang est aussi, joue un rôle dans la protection de votre organisme à deux niveaux. Donc, dans un premier temps, les globules blancs, qu'on appelle aussi leucocytes. Donc, les globules blancs, les leucocytes, la production de substances qu'on appelle anticorps aussi, qui sont là pour vous défendre essentiellement contre toutes les molécules étrangères qui peuvent vous menacer. On pense aux virus, bactéries ou autres micro-organismes. Certaines cellules infectées ou cancéreuses qu'on veut éliminer. Donc, ça sera aussi le rôle de certains globules blancs ou des anticorps. Donc, toute substance étrangère, tout ce qui peut vous menacer, en fait, il faut les neutraliser. Et c'est là que les globules blancs et les anticorps vont intervenir. Et comme c'est essentiellement des composantes sanguines, donc non seulement les leucocytes ou globules blancs sont produits par des cellules souches associées au sang, évidemment. Donc, c'est clairement une fonction associée au sang, mais aussi il faut concevoir l'idée que ce n'est pas seulement la production de ces substances-là, mais aussi leur déplacement à travers votre organisme qui permet justement de neutraliser ces menaces-là. Donc, exemple, vous coupez le pouce, vous vous infectez, il y a des globules blancs d'un peu partout dans votre corps qui vont acheminer au site d'infection, au site de la lésion, via justement les voies sanguines. Donc, oui, il y a une fonction de transport, mais également une fonction de protection. Et également, une autre façon de vous protéger, le sang, c'est de vous empêcher de faire une hémorragie. Donc, on a les plaquettes sanguines, qu'on appelle aussi les thrombocytes. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment des éléments qui vont favoriser la coagulation. Donc, après une rupture de vaisseau sanguin, il y a écoulement sanguin, vous saignez. Et là, ben, c'est bien important de pouvoir colmater la brèche. Donc, c'est le rôle des thrombocytes, en fait, ou si vous préférez, des plaquettes. Et il y a certaines personnes qui, malheureusement, exemple, il y a des maladies génétiques comme l'hémophilie, qui fait en sorte qu'on a des difficultés de coagulation. Et ça peut être très dangereux parce que si on ne coagule pas, bien, on peut se vider carrément et mourir d'une hémorragie, par exemple, même suite à une blessure très simple. Donc, c'est une autre façon de vous protéger, en fait, de limiter les pertes sanguines, évidemment. Troisième fonction, on parle de régulation. Donc, régulation, c'est un terme qu'on utilise souvent en biologie. Des fois, on l'utilise souvent, mais ce n'est pas toujours clair dans l'esprit des gens. Donc, il faut juste s'imaginer que c'est un ensemble de processus qui fait en sorte que les différentes réactions biologiques, les différents mécanismes vont bien se faire. Ça me fait toujours penser un petit peu à la chaîne de vélo. Donc, pour que la chaîne puisse bien fonctionner, que votre vélo roule bien, mais il faut la huiler de temps en temps. Mais huiler la chaîne de vélo, c'est ça la régulation. C'est de faire en sorte que tous les processus se déroulent bien dans votre corps. Et évidemment, je vous donne l'exemple de la température. Bien évidemment, la température est autour de 37, température corporelle. Donc, il y a des situations qui font que vous allez augmenter votre température ou la diminuer. Et on va réguler la température, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on va maintenir une température à un niveau normal ou acceptable. Et c'est vrai pour à peu près tous les facteurs. Et c'est ça que ça veut dire régulation. Donc, le sang va avoir un certain rôle de régulation pour certains paramètres. En fait, il va jouer un rôle particulier dans les 4 éléments ici. Donc, c'est sûr que pour l'examen, je veux que vous soyez capable de m'expliquer un petit peu en quoi le sang peut réguler. Ce n'est pas simplement de me dire une fonction du sang, c'est régulation. Je veux que vous soyez capable d'expliquer à peu près ce que je vais dire dans l'encadré. Donc, la première des choses, le sang participe à la régulation de la température corporelle qui doit être autour de 37 degrés Celsius. Donc,
mis à part la fièvre, qui est une exception, où là, on veut vraiment maintenir une température élevée, généralement, on ne veut pas d'hyper ou d'hypothermie. Ça peut être dangereux. On peut mourir d'hypothermie, on peut mourir d'un choc hyperthermique. Donc, il y a différentes façons de contrôler, de réguler, si vous préférez, la température corporelle de votre corps. Je ne parle pas de toutes les façons. Aujourd'hui, comme on étudie le sang, je vais parler simplement du sang, mais gardez en tête qu'il y a d'autres façons de contrôler la température corporelle. On peut jouer au niveau du métabolisme, de la transpiration, des choses comme ça, mais c'est une autre histoire. Donc, la question à 100$ maintenant, en quoi le sang peut bien vous aider à contrôler votre température corporelle? Donc, en fait, le sang, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est essentiellement constitué de plasma, donc ça c'est la partie liquide du sang, et le plasma c'est de l'eau en fait, hein? C'est en 99% de l'eau. Donc là, il faut se souvenir un petit peu des propriétés de l'eau. Ça date de votre première session. L'eau a plusieurs capacités chimiques, propriétés et tout ça, mais la plus importante pour aujourd'hui, c'est de se souvenir de la capacité thermique de l'eau, la chaleur massique en fait. Sans rentrer en détail, imaginez-vous tout simplement que l'eau a une très grande capacité à emmagasiner la chaleur, à emprisonner la chaleur, contrairement à d'autres solvants, d'autres liquides. Donc, imaginez-vous une goutte d'eau, mais la chaleur va être trappée, piégée dans cette goutte d'eau. Donc, chaque goutte d'eau qui sort de votre corps par transpiration, c'est de la chaleur qu'on peut évacuer, entre autres. Puis, il y a d'autres phénomènes, là, il y a l'évaporation et tout ça qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais pourquoi je parle de ça? Si je dessine un vaisseau sanguin ici, de surface, par exemple un capillaire très près de la surface de la peau, parce que ce que je vais dire n'a pas de sens avec les vaisseaux sanguins qui sont profonds. Hein? La température corporelle, elle va être vraiment régulée au niveau de la cutanée. Donc, si j'ai un petit vaisseau sanguin, et là la question, c'est si le plasma est fait d'eau, et on circule dans ce sens-là, bien évidemment, l'eau qui circule dans ce petit capillaire, dans ce petit vaisseau sanguin, transporte de la chaleur. Et là, la question est très simple maintenant. Si je vous dis qu'il y a un petit peu d'eau, on transporte un peu de chaleur. Et si j'augmente la quantité d'eau, je pense que tout le monde peut imaginer assez facilement qu'on va transporter plus de chaleur. Et c'est une question de volume sanguin. C'est ça que je vais vous garder en tête. Donc, on va s'arranger dans votre corps à contrôler le volume sanguin, ou si vous préférez, la quantité d'eau pour contrôler la chaleur. Exemple. Si je dessine le diamètre d'un vaisseau sanguin en position A et en position B. Quand on vous parle de la position A, on voit que le vaisseau sanguin ici, il est petit, donc il est contracté. On parle de vasoconstriction, le terme qui est ici, par opposition à vasodilatation, qui veut dire que le vaisseau est dilaté. Donc, si j'ai un plus grand diamètre, on peut imaginer qu'il y a plus de liquide qui va circuler ici, plus de sang. Je donne des chiffres qui n'ont pas de sens, c'est juste pour le fun. Exemple, si j'ai un 10 ml de plasma qui circule, l'équivalent d'à peu près 10 ml d'eau versus un 2 ml ici. Donc, comme je suis plus petit ici, il y a moins de liquide qui circule. Donc, en vasoconstriction, on limite la circulation sanguine, contrairement en vasodilatation qui est en B. Donc, si maintenant vous avez chaud, vous êtes à Cuba sur une plage, il fait 43 degrés dehors, et vous avez chaud, alors, ce que vous allez faire, est-ce que pour contrôler la température corporelle de votre corps, hein, là, votre température, au lieu d'être à 37, monte vers le 38. Donc, pour revenir à 37, vous voulez gagner de la chaleur ou en perdre? Évidemment, vous voulez en perdre. Donc, quelle va être la situation? Est-ce que vous préférez faire A ou B? En fait, dans une situation d'hyperthermie, vous allez favoriser la situation B. Vous allez provoquer une vasodilatation pour maximiser le passage de sang. Et si j'ai plus d'eau qui circule, donc plus de plasma sanguin, nécessairement c'est plus d'eau, je transporte plus de chaleur et je vais favoriser les pertes de chaleur. Et tantôt, je vous disais que c'était surtout vrai pour les vaisseaux cutanés, parce qu'on est très près de la surface de la peau. Donc, la peau, c'est une barrière extrêmement mince qui est très proche de la paroi ici des vaisseaux sanguins de surface. Donc, pendant que l'eau circule, par radiation, si vous préférez, on va perdre comme ça de la chaleur. Et plus que je fais passer de liquide, plus que je vais favoriser les pertes de chaleur. Donc, évidemment, si vous voulez vous refroidir, parce que vous avez trop chaud, la température est trop élevée, on favorise une vasodilatation pour maximiser la quantité de plasma, d'eau, pour favoriser les pertes de chaleur.
Ça explique, entre autres, que lorsque vous avez chaud, vous pouvez avoir les joues rouges. Si vous avez la peau pâle, une peau qui est très pâle, plus qu'elle est pâle, plus ça va être visible, évidemment, vous avez les joues rouges. Plusieurs causes à ça, mais c'est toujours une vasodilatation. Vous êtes gêné, ça peut provoquer une vasodilatation pour X raisons, mais dans le concept de régulation de la température corporelle, dans ce cas-ci, vous avez les joues rouges parce que l'ensemble des vaisseaux cutanés sont vasodilatés, on teinte la peau de façon plus rosée, plus rouge, parce qu'il y a plus de sang qui passe tout simplement, mais c'est parce que vous êtes en train de vasodilater. C'est un des mécanismes qui fait que, oui, on fait passer plus de sang pour favoriser les pertes de chaleur, et plus que je perds de la chaleur, plus que je risque de redescendre, de me refroidir. L'inverse est également vrai. L'hiver, vous êtes à moins 40 degrés Celsius dehors, la peau commence à blanchir. Pourquoi? Parce que là, on va faire une vasoconstriction. Okay? Donc, on vient en position A. On limite les pertes de chaleur au niveau des vaisseaux cutanés, tout simplement parce que si je diminue l'afflux sanguin, j'ai moins d'eau, moins de plasma qui passe, donc je limite les pertes de chaleur. Je veux conserver ma chaleur, je suis en train de me refroidir et on veut éviter une hypothermie. Et dans les situations extrêmes, on va carrément redistribuer le sang vers la région abdominale et thoracique, tout simplement pour alimenter le cœur, les organes vitaux, les poumons et tout ça pour maintenir la survie. C'est donc un mécanisme d'urgence. Et c'est pour ça qu'on va, des fois j'ai la question en classe, pourquoi des engelures au bout des doigts, des oreilles, les orteils, puis on est obligé de couper et tout ça? Mais c'est parce que votre corps, en désespoir de cause, va décider de faire une vasoconstriction dans les endroits sacrifiables. On peut sacrifier les doigts, fermer les vaisseaux sanguins au niveau des doigts, on va perdre les cellules, on va perdre l'organe, mais on survit. On ne va pas faire une vasoconstriction au niveau du cœur, on est mort, il n'y a plus de sang qui alimente le cœur. Donc c'est un peu ça le concept, c'est dans un sursis d'urgence, on va tenter de faire une vasoconstriction, donc pour limiter les pertes de chaleur, mais aussi redistribuer le sang vers les organes vitaux. Donc c'est un peu de cette façon-là que le sang va contribuer à réguler la température de votre corps. Pour la culture personnelle, pour s'intéresser, je suis certain qu'il y a des étudiants qui vont réfléchir à ça à la maison et qui, si on avait la chance de se voir en classe, vous me poseriez la question. Donc, je la devance. Souvent, j'ai cette question. Oui, mais tantôt, tu disais, Stéphane, que l'hiver, moins 40, on blanchit, mais si on regarde des gens qui vont faire du ski ou des jeunes enfants qui jouent dehors, peu importe, au début, on a les joues rouges. Donc, comment on peut réconcilier ce fait-là avec ce que je viens de vous expliquer? Bien, c'est très simple. Tout s'explique en bio, c'est ça qui est le fun. Au début, vous sortez, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez à avoir froid, la peau est froide et tout. Le premier réflexe de votre corps, c'est d'aller réchauffer la peau qui est en train de refroidir. Donc, on fait une vasodilatation pour exactement le concept de tantôt. Ici, ce n'est pas pour maintenir la température corporelle, c'est plutôt pour essayer de réchauffer les parties froides. Donc, vous avez les joues rouges parce que vous avez froid, effectivement. Donc, ça peut sembler paradoxal parce que vous dites, mais là, on perd de la chaleur, on ne se réchauffe pas. En fait, ce n'est pas paradoxal. Parce que votre température corporelle est probablement encore correcte, autour de 37. Donc, vous n'êtes pas un mécanisme d'urgence. L'idée, c'est qu'on vasodilate simplement pour réchauffer les joues. Par contre, si cette même personne commence à blanchir, ça suggère une vasoconstriction. Donc là, c'est plus la même chose. Là, votre corps interprète l'idée que probablement on s'en va vers une hypothermie, donc une température un peu plus faible. Et c'est là qu'on se dit, bien, le corps, au lieu d'aller réchauffer les joues, c'est peut-être plus tellement important. Maintenant, la température est en train de chuter, donc on va essayer de limiter les pertes de chaleur. Et si le cas s'aggrave, donc vous êtes vraiment coincé en forêt, je ne sais pas trop, et qu'il fait très froid, et vous êtes coincé là, alors là, c'est là qu'on va arriver à sacrifier les doigts ou les extrémités pour alimenter en fait les organes vitaux. Mais là, on est vraiment comme dans la dernière phase d'urgence. Donc, évidemment, ça dépend de l'intensité, la variation de la température pour amorcer la bonne réponse. Donc ça, c'est une des premières choses que le sang va faire pour la régulation, si vous voulez. L'autre élément que le sang va réguler, c'est en fait le pH sanguin. Ça, c'est un sujet qu'on va étudier dans des capsules un peu plus tard. Donc, on va étudier vraiment en détail pourquoi c'est si important le pH sanguin et comment on fait pour le contrôler. Un jour, vous allez apprendre qu'il y a des organes importants qui travaillent en équipe, les reins, entre autres, et les poumons, pour contrôler le pH sanguin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang, tout comme la température, doit maintenir un certain pH. Donc, ce pH sanguin ne doit pas être trop acide ou trop alcalin. Et évidemment, ce que vous mangez, ce que vous absorbez, ce qui circule dans le sang, il y a toutes sortes de substances. Donc, il y a des substances acides, basiques ou alcalines, si vous préférez. Donc, ça va modifier le pH sanguin. Et là, ça va nous prendre
une façon de contrôler ce pH-là. Et le sang, ce qu'il va faire, bien, entre autres, il peut accumuler des substances tampons qui sont en fait des substances qui vont limiter les effets associés aux acides ou aux bases, donc pour, en fait, en d'autres mots, empêcher les variations du pH sanguin. Et l'autre façon de faire, c'est évidemment de contrôler la présence des substances acides, donc qui vont libérer des hydrogènes, exemple, ou alcalines. Et en limitant le transport de ces substances-là, ou en les accumulant au niveau sanguin, on va modifier le pH. En d'autres mots, si le pH sanguin est trop basique, le sang pourrait accumuler des acides pour contrebalancer l'effet, ou vice-versa. Comment ça fonctionne exactement, on verra ça plus tard, mais au moins, vous comprenez qu'on peut contrôler le pH sanguin, évidemment. Un autre élément extrêmement important, en fait, les deux derniers points qu'on va beaucoup discuter en classe, entre autres la pression artérielle et l'osmose, qui est très, très relié. Vous allez voir, on va étudier ça vraiment en détail. Ça a une implication majeure pour votre travail, en fait, en soins infirmiers. Mais pour l'instant, on va y aller quand même assez léger. Comprendre un peu c'est quoi une pression artérielle déjà. C'est pas défini ici, mais il faut comprendre que, exemple, si j'ai une artère qui est ici, avec un certain volume, disons que j'ai 10 ml de sang dans ce vaisseau-là, ce liquide, ce plasma sanguin exerce une certaine pression sur les parois, évidemment. Donc, plus que ça pousse fort sur les parois, plus que la pression artérielle va être forte. Et il y a plusieurs facteurs qui vont affecter la pression, mais ici, je vais parler seulement d'un facteur pour l'instant, le volume. Donc, exemple, si vous êtes déshydraté et qu'au lieu d'avoir 10 ml, vous avez beaucoup moins de liquide qui circule et vous avez un seul millilitre, bien évidemment, il y a moins de liquide, ça pousse moins fort, donc la pression artérielle va être plus faible. C'est ce qu'on va voir chez une personne déshydratée, entre autres. Quelqu'un qui boit beaucoup, bien là, on augmente de 10 fois son facteur volumique. Ici, exemple, on passe à 10 ml, bien, ça va pousser 10 fois plus fort ses parois, donc la pression artérielle va être plus forte. Donc, le sang va avoir un impact direct sur la pression artérielle. Et quand on vous dit la quantité d'eau, le volume d'eau, de plasma, extrêmement important, plus que j'ai de liquide, plus ça va pousser fort, plus la pression artérielle est forte. Donc, un jour, je vais vous montrer ça en détail, mais quand même, je veux que vous gardiez l'idée suivante, même si elle est simplifiée. On va contrôler le volume sanguin pour ajuster la pression. Et c'est essentiellement les reins qui vont faire ça. Autrement dit, les reins filtrent le sang pour produire de l'urine. Donc, exemple, si j'ai trop de liquide, trop de sang, de plasma, la PA est trop forte, pression artérielle trop forte. Donc, comment on va faire? On va on augmente la production d'urine, ce qui va diminuer le volume de sang. Donc, vous allez diminuer la pression artérielle. Et je donne des chiffres simplement pour illustrer. Si c'est trop fort parce que j'ai 10 ml, c'est très simple. On va uriner. Vous allez perdre de l'eau dans l'urine. Par exemple, vous perdez, je dis des chiffres simplement pour comprendre, c'est pas vrai évidemment, mais disons que vous perdez 8 ml dans l'urine, il m'en reste juste 2 ici. 2, ça pousse pas mal moins fort que 10, donc la pression artérielle va être plus faible. C'est la façon de contrôler votre pression artérielle. Si vous voulez monter votre pression artérielle, vous allez arrêter la production d'urine, vous conservez votre eau, votre liquide, et donc ça va augmenter le plasma, ça va pousser plus fort. En résumé, on va contrôler votre pression artérielle de différentes manières, mais avec le sang, c'est simple, on va ajuster le volume sanguin. Si je dois diminuer le volume sanguin pour diminuer la pression artérielle, on va augmenter la production d'urine, donc il reste moins de liquide dans le sang. Puis si au contraire, vous voulez augmenter la pression artérielle, vous allez arrêter la production d'urine, vous conservez vos liquides, ça augmente le plasma sanguin, ça augmente la pression. Donc ça, c'est une situation où on voudrait remonter la pression. C'est de cette façon-là qu'on va réguler la pression artérielle. Et vous allez voir, ce concept-là, il est nouveau, peut-être un peu complexe pour vous autres. Vous allez réfléchir à tête reposée, mais on va tellement en parler pendant la session que ça va devenir un réflexe très naturel. Et c'est une notion que vous allez vraiment appliquer en soins infirmiers, peu importe le département. Évidemment, quand vous mettez une solution intraveineuse ou un soluté, c'est la même chose, vous injectez un liquide, vous attendez à augmenter la pression artérielle, il y a un plus grand volume sanguin. Vous donnez des diurétiques, ça favorise la diurèse, donc un médicament qui favorise la production d'urine. Pourquoi? Bien, vous faites uriner votre patient pour soulager
son problème d'hypertension, il est en haute pression, on le fait uriner. Puis des fois, vous allez donner d'autres médicaments qui s'appellent des antidiurétiques. Antidiurèse, vous bloquez l'urine. Ça, c'est parce qu'il est en hypotension, exemple. Il peut y avoir d'autres exemples. Là. Mais exemple, sa pression est très faible. Vous l'empêchez d'uriner. Et en l'empêchant d'uriner avec vos médicaments antidiurétiques, ben, vous conservez les liquides, ça remonte la pression. Donc, on peut le faire de façon naturelle. Puis dans les cas de pathologie, ben, vous allez le faire de façon artificielle avec des médicaments qui vont stimuler les reins ou non pour la production d'urine. Maintenant, dernier point où le sang va avoir un rôle de régulation, c'est la pression osmotique. Donc, la pression osmotique, extrêmement important. Hein, l'osmose, on se souvient, c'est quoi? C'est l'eau qui se déplace toujours vers le plus concentré. Ça, c'est la loi d'osmose. Maintenant, la pression osmotique, c'est pratiquement un synonyme de concentration. C'est comme ça que je veux que vous l'imaginiez. Ça va vous aider. Donc, concentration, ça veut dire quoi? C'est la quantité de molécules par unité de solvant. Par exemple, j'ai 10 grammes de sucre par 10 ml, exemple. Donc, ça, c'est une concentration. Une pression osmotique, en fait, c'est une force qui est exercée par différentes molécules. Fait qu'exemple ici, si j'ai, je ne sais pas, moi, peu importe la concentration, là, exemple, j'ai un certain nombre de molécules, quand je te dis grammes par 10 ml, comme je disais tantôt, bien, chaque molécule que je viens de dessiner exerce une certaine pression. Donc, évidemment, si c'est la situation A ici, et je compare avec la situation B, puis B, c'est beaucoup plus concentré, je vais dire que la pression osmotique, elle est plus élevée en B qu'en A. Tout à fait. Ceci étant dit, pourquoi que la pression osmotique est plus élevée en B? Bien, comme c'est plus concentré et que j'ai plus de molécules, ici j'en ai 4, alors qu'en B j'en ai beaucoup plus, bien évidemment, chaque molécule exerce une certaine pression, donc si j'en ai 5 fois plus, ça va être 5 fois plus fort. Donc la pression osmotique est plus forte. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est pas exact de dire que la concentration, c'est l'équivalent d'une pression osmotique, j'en suis conscient, c'est un raccourci pédagogique que je fais. On va se dire les vraies choses. Dans le cadre de votre fonction, c'est un raccourci que vous pouvez faire et vous allez bien comprendre. Donc, en fait, quelqu'un qui me dit en soins infirmiers que bon, ben, le sang chez le patient il est plus concentré, donc la pression osmotique est plus élevée, c'est correct, mais moi, c'est que je veux que vous appliquiez ça à l'osmose. Donc, comme l'eau va vers le plus concentré, si dans la situation A, j'ai de l'eau, dans la situation B, j'ai de l'eau, ça c'est parfait, sauf que quand j'ai une pression osmotique ou une concentration égale, il n'y a pas de déplacement. Mais dans cette situation-là, la question, est-ce que l'eau se déplace vers B ou vers A? Comme l'eau, je l'ai écrit ici, donc comme l'eau va toujours vers le plus concentré, je le fais dans l'encadré ici, l'eau va se déplacer de A vers B par osmose. L'eau va se déplacer vers le plus concentré. On va finir diluer B jusqu'à temps que j'ai une concentration à peu près équivalente entre A et B. Et ça, c'est un rappel de la dernière session, mais maintenant, on va l'appliquer un petit peu en termes de compréhension. Donc, comment le sang peut réguler comme ça la pression osmotique et les déplacements d'eau de l'osmose? En fait, de façon générale, on veut éviter les déplacements d'eau dans votre corps. On veut que l'eau reste stable dans les différents compartiments, à l'intérieur des vaisseaux sanguins, dans le liquide interstitiel, etc. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on fait, c'est qu'on va produire des protéines. On va concentrer le sang ou non. Donc, en accumulant, par exemple, si je dessine un vaisseau sanguin ici, et que là, la pression osmotique ou la concentration, exemple, on parle de concentration, je suis à 0,9% à l'extérieur des vaisseaux, je suis à 0,9% ici, il n'y a pas de problème. Donc, tout est beau. Je n'ai pas besoin d'ajuster la pression osmotique. Mais si j'ai un problème, exemple, et je suis à 0,5 au niveau des vaisseaux sanguins, là, il y a un débalancement. Et si on ne règle pas la situation, bien, l'eau va quitter les vaisseaux sanguins par osmose parce que 0,9, c'est plus concentré que 0,5 et l'eau par osmose va toujours vers le plus concentré. Donc, littéralement, vos vaisseaux sanguins vont perdre du liquide, vont perdre de l'eau, ce qu'on ne veut pas. Ça ferait une situation d'édème, exemple. L'eau s'accumulerait dans les tissus, puis la pression artérielle diminuerait, ce qui pourrait amener des problèmes chez le patient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est certain qu'on peut intervenir sur le plan médical, mais quand vous êtes à la maison, de façon naturelle, vous ne rendez pas compte de cette situation-là parce que le sang va avoir des mécanismes de régulation osmotique. En fait, il y a des organes, exemple comme le foie, qui pourraient produire plus de protéines, comme l'albumine. Pour remonter de la concentration, on va concentrer le sang. Donc, on va produire plus de molécules qu'on va accumuler dans le sang jusqu'à temps que la concentration remonte à la normale. Et donc, on vient de contrôler le tout. Si vous mangez beaucoup de sel,
un sac de chips, par exemple, et que votre sang devient très concentré, et vous passez à 2% de concentration, s'il ne se passe rien et on ne régule pas, l'eau va quitter les tissus pour rentrer. Hein. L'eau par l'osmose, 2, c'est plus gros que 0,9. L'eau se déplace vers le plus concentré. C'est pour ça qu'on dit parfois que manger du sel, ça augmente la pression artérielle. Parce que s'il y a plus de liquide qui quitte les tissus et qui rentre dans le plus concentré ici, dans les vaisseaux, plus de liquide, ça pousse plus fort, pression augmente, on l'a vu tantôt. Pour éviter cette situation-là, on va contrôler la pression osmotique. Au lieu de produire de la protéine, on va arrêter la production de protéines, d'ions, peu importe. Là. On va arrêter d'accumuler les ions ou de produire des protéines plasmatiques au niveau du foie pour diminuer la concentration jusqu'à temps qu'on redescende à 0,9. Bon, ça a une certaine limite. On ne peut pas arrêter complètement la production de toutes les molécules, mais on va ralentir en espérant que la concentration revienne à 0,9. Donc, c'est une façon de contrôler les déplacements d'eau par osmose, ce qu'on veut éviter généralement. Donc, en d'autres mots, si on résume tout ça, les fonctions du sang, transport, c'est facile. Protection en termes de globules blancs anticorps contre les microbes, exemple, thrombocytes pour empêcher les pertes sanguines, ça c'est simple. En termes de régulation, 4 choses. On régule la température corporelle en ajustant le volume sanguin, donc plus que de liquide qui passe, exemple vasodilatation, plus qu'on va favoriser des pertes de chaleur, ou le contraire si on fait une vasoconstriction. On peut contrôler le pH en accumulant des acides ou des substances alcalines selon ce qu'on veut faire, ou en les éliminant. Donc, évidemment, ça va modifier le pH du sang. On peut même avoir des substances tampons qui vont limiter les variations du pH. Pression artérielle, on va la contrôler en ajustant la quantité d'eau dans le plasma. Donc, si je veux remonter la pression, j'accumule une quantité d'eau. Si je veux la diminuer, j'élimine la quantité d'eau, généralement par l'urine. Donc, on va ajuster le niveau d'urine pour indirectement affecter le volume sanguin. Et la dernière façon de réguler, c'est la pression osmotique. Donc, on peut concentrer le sang ou diminuer sa concentration pour ajuster la concentration totale. Parce que s'il y a un débalancement de concentration, ou en d'autres mots, un débalancement osmotique, ça va affecter les déplacements d'eau par osmose, ce qu'on ne veut pas. Donc, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on pouvait penser initialement. Il y a beaucoup plus de fonctions que le transport, en fait, le sang. C'est donc un tissu extrêmement important pour le maintien de l'équilibre ou, si vous préférez, l'homéostasie.